spécial Salon du Livre de Wallonie aujourd'hui, puisque nous avons déjà eu Catherine Hoquet, sa présidente, il y a quelques semaines, et puis hier Magali Villain, qui est partenaire de ce salon important qui fêtera son 10e anniversaire dans quelques jours à la fin de la semaine. Aujourd'hui, avec moi, les 7 auteurs qui vont participer à ce spécial Salon du Livre de Wallonie, avec Rencontre des auteurs francophones, qui est invité pour la première fois, et je remercie sa présidente et toute l'équipe de nous avoir invités pour ce salon qui est extrêmement important. Donc, quelques mots sur chacune d'entre vous. Alors, il n'y a que des femmes, ce n'est absolument pas voulu. On avait beaucoup de demandes et j'ai pris pour respecter l'ordre des choses les premières demandes. Donc, elles ont été féminines. Voilà, les femmes ont réagi plus vite que les hommes. Mona Azam, donc Mona Azam, vous êtes née en Côte d'Ivoire, vous avez enseigné au Liban pendant de nombreuses années et professeur de littérature à Montpellier, auteur de nombreux ouvrages dont Amine et Ulysse Madi aux éditions La Trace et Nomade aux éditions Vibration. Valérie Liéco, entre Mons en Belgique et puis Saint-Martin, vous exercez le très sérieux métier de médecin neuropédiatre, auteur de plusieurs romans. Vous avez choisi l'auto-édition et cela vous a plutôt bien réussi puisque plus de 20 000 copies ont été vendues pour l'un de votre romans et une adaptation cinématographique est en cours de discussion, on en parlera plus tard. Cathy Gallière, ancienne patineuse professionnelle, vous vivez aussi du côté de Montpellier. Vous êtes auteur de 3 polars aux éditions Les mots qui trottent et un 4e qui sort dans quelques jours. On en parlera également aussi. Hélène Drumont, vous êtes belge, vous êtes ancien médecin et chercheuse. Vous avez vécu en Asie avant de vivre depuis quelques années à New York. Vous êtes auteur de 2 ouvrages qui sont réédités et qui sont sortis ce 30 novembre. On en parlera lors de cette émission. Marie-Claire Bossé de Haen, vous vivez dans le Nord, dans la campagne de Lille, avec 42 chats, des chiens, des canards, des poneys, des moutons, et j'en oublie. Une arche de Noé qui est votre seconde vie, qui est aussi celle où vous avez choisi de prendre la plume, 3 livres auto-édités, dont vous nous parlerez également. Mariam Reiss, d'origine marocaine, vous avez enseigné le français à Puerto Rico pendant 10 ans, il me semble, vous vivez à Paris. Vous parlez 5 langues, mais c'est en français que vous avez décidé d'écrire. Vous avez signé un joli recueil de nouvelles réédité aux éditions Bonbon et vous avez prévu un second ouvrage pour 2023. En tout cas, c'est une promesse. Et enfin, Evelyne Fallow, vous avez aussi vécu en Asie, vous vivez aussi depuis plusieurs années à New York et après un grave souci de santé, vous changez de vie entre coaching sportif et écriture et vous écrivez en anglais et en français et avez édité plusieurs romans. Merci d'être là à toutes. Merci Sandrine. Merci Sandrine. C'est donc la première participation de Rencontre des auteurs francophones pour toutes et pour nous aussi, Rencontre des auteurs francophones à ce salon belge. Nous avons été invités par Magali Villain et Catherine Hoquet. C'est la 10e édition. On attend 10 000 visiteurs. C'est un très gros salon. Il faut savoir que 60% des candidatures sont refusées, manque de place, pourtant dans un espace suffisamment grand. Donc, on est ravis d'avoir été acceptés et de se retrouver donc le 7, 8 et 9 octobre, c'est ce week-end à Mons, tous ensemble. On va commencer par vous, Hélène, avec une première question parce que, Hélène, vous êtes de Mons. Donc moi, je suis de Mons, je suis montoise. Une participation qui vous touche tout particulièrement. Oui, c'est formidable. C'est formidable non seulement d'être invité à un salon d'une telle envergure, mais en plus un salon à la maison pour moi. J'habite loin, j'habite New York, donc c'est vraiment assez fantastique de se dire je rentre à la maison pour ce salon. Oui, tout à fait. Evelyne, vous aussi, vous traversez l'Atlantique pour des raisons différentes. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à traverser l'Atlantique justement pour aller à ce salon? C'est un grand voyage, c'est un beau voyage. Et ça valait le coup? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme l'a dit Hélène, c'est une opportunité unique pour moi. Et merci Hélène m'a encouragée à considérer ce voyage. Mais c'est aussi parce que j'ai fait mes études à Bruxelles et j'ai une très bonne amie qui vit à Bruxelles et mon filleul est là-bas. Donc, je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'allier le plaisir à ce salon et de retrouver des amis là-bas. Ça donnera peut-être l'occasion d'un nouvel ouvrage. Peut-être qu'Annie ira se promener effectivement à Bruxelles après l'Alsace. Pourquoi pas? J'y avais pas pensé, mais ça, c'est une excellente idée. Ouais, je vais y réfléchir. Ouais. Merci. Mona, Montpellier-Mons, c'est un petit voyage quand même. Hein. Vous ne faites pas tant de salons que ça dans l'année. Alors pourquoi ce salon de Mons? Pour aller à la rencontre des lecteurs belges, essentiellement, et des lectrices.
Et mais comme vous le savez, enfin moi je suis bourlingueuse. Cette queue, il faut bien qu'elle bouge, sinon si je me sédentarise, c'est mauvais signe, quoi. Non, j'avais envie de participer à cette aventure. C'est un très beau salon. Et c'est vrai que grâce à vous, Sandrine, hein, ça permet aussi de créer du lien humain entre ces diverses plumes qui viennent d'un peu partout et de nulle part finalement, et qui vont se retrouver autour du mot et du verbe, parce que finalement, c'est ça le lien entre nous. Et voilà, j'ai hâte de les rencontrer en vrai et pourquoi pas de boire une bonne bière bien méritée Avec des frites. à la santé de Sandrine et de Magali Très bien, Villa merci. Marie-Claire, c'est vous qui qui êtes se fatigue aussi. la plus proche géographiquement. Oui. Vous habitez du côté de Lille. C'est un salon que vous connaissez, que vous avez déjà visité? Non, jamais. Non, non. Ça sera une première également. Et je te remercie énormément, Sandrine. Voilà. Enfin, je vous remercie, Sandrine. Parce que On ne va pas corriger, hein. Si le tu arrive, le tu arrive. je vous remercie, Sandrine. C'est vrai que c'est une opportunité. Et comme le disait Mouna, c'est vrai que je vais aller vers un public belge. Puis on verra bien ce que ça va donner. Hein. Mais oui, l'aventure est là. C'est ça le plus important. Et puis ce qui sera bien aussi, c'est de rencontrer toutes les filles. Voilà, ça va être génial, je pense. Bon, je vous promets des hommes l'année prochaine. On sera beaucoup plus paritaire. Cathy, on vous a découvert. Oui, bonsoir. Bonsoir, Sandrine. Pardon? Bonsoir, je disais. Il y a un petit décalage, je suis très très loin, hein. Je suis quand même à 6000 km. Cathy, on vous a découvert donc l'an passé à New York, justement. Vous étiez au Festival des auteurs francophones en Amérique. Cette année, c'est la Belgique. C'est important pour vous de faire voyager vos livres? Ah oui, c'est très important. D'abord, ça permet de rencontrer beaucoup de personnes qui viennent. En général, les gens qui viennent dans les salons, ils sont intéressés par la littérature en général. Donc, c'est intéressant de pouvoir échanger avec le public. Je suis très heureuse de rencontrer mes coéquipières avec qui on échange par mail, mais on ne s'était jamais vu encore. Et puis, c'est intéressant de rencontrer un autre public autre que français ou américain, enfin francophone. Voilà, c'est un nouveau challenge. En plus, les Belges sont un public vraiment adorable. Donc, moi, je suis ravie de faire des choses avec les Belges. Et on travaille à faire d'autres choses au cours de l'année 2023 en Belgique, justement, avec Magali. Valérie, alors vous êtes aussi une enfant du pays, même si vous passez la moitié de l'année au soleil à Saint-Martin. C'était donc important pour vous d'être aussi à ce salon de maison, on va dire? Oui, parce que c'est vraiment en plus la ville de mon mari qui est né à Mons et ma belle famille habite à quelques kilomètres de Mons. Donc, c'est un peu la ville où j'ai passé les étés. Parce que, alors, je sais que ce n'est pas vraiment un endroit où on pense passer ces étés, mais comme on vivait toute l'année au soleil, l'été, on revenait voir la famille dans la région. Donc, c'est vraiment très agréable. C'est le lot des expatriés, ils partent en vacances chez eux. C'est bien connu. Mariam, dernier petit tour avec vous. Mariam, vous avez eu envie de ce salon, hein, quand je l'ai posté, vous m'avez tout de suite dit j'y vais. Pourquoi? Oui, parce que pour moi, le livre doit bouger, il doit voyager. Hein. Je rejoins beaucoup Mona dans ça. Et voilà, il est là-bas aux États-Unis, il va aller en Belgique et c'est l'essence même de l'écriture, en fait. Voilà. Comme vous l'avez dit, j'ai choisi peut-être d'écrire en français, mais enfin pas uniquement, mais l'idée est que ça voyage le plus possible. Puis se confronter à des choses nouvelles. Et oui, les Belges sont sympas. Les Belges sont sympas. On est pas loin du tout de la frontière. Hein. Oui. Tous les Français qui nous écoutent, je crois qu'on a une heure de voiture de la frontière. Oui, je crois que c'est ça, 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc, ils vont pas hésiter à traverser pour nous rejoindre. Moi, j'ai invité déjà aussi. Nous sommes sur le stand numéro 5. On est quasiment à l'entrée. Donc, c'est vraiment chouette. On a un bel emplacement. Donc, c'est le stand Rencontre des auteurs francophones, le numéro 5. Et puis,
Et puis le samedi matin, eh bien, vous allez retrouver tous nos auteurs à une conférence, dans le lieu qui est réservé aux différentes conférences du salon samedi et dimanche. Et nous, on est là le samedi à 12h30, de 12h30 à 1h30 au Palais des Congrès. Et on va vous raconter comment cette langue française est importante, qu'on vive en France, en Belgique ou dans des pays qui ne sont pas francophones. On va revenir d'ailleurs là-dessus dans la seconde partie d'émission. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, mais on va d'abord parler de votre actualité. Donc, Hélène, c'est une rentrée extrêmement importante pour vous, car Oui. les livres que vous aviez été édités Oui. ont été rachetés, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas, ils sont réédités aujourd'hui par une maison d'édition, et tout est sorti hier. Alors, pas tout à fait. Donc, j'ai un premier livre qui est sorti le 30 septembre. Donc ça, c'est vraiment, il y a littéralement 2 jours. C'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Mensonges innocents, et il est édité aux éditions d'Avalon. Et alors, j'ai un roman qui s'appelle Plus jamais seul pour Thanksgiving, qui paraît en fait à la fin de cette semaine, le vendredi 7 octobre, juste la veille, Wow. juste à temps pour le salon. Et donc, lui, il est édité aux éditions Loreley. D'accord. Donc, voilà. Ce sont 2 romans que vous allez présenter. Oui, tout à fait. Hein. Ils seront là avec moi au stand numéro 5. Oui. C'est parfait. Vous, Marie-Claire, vous avez écrit aussi pour vous raconter. Je racontais que vous aviez une seconde vie qui est celle de cette Arche de Noé, mais aussi celle de l'écriture. Vous racontez un peu et beaucoup de vous, donc l'histoire de ces générations de femmes, des romans où parfois il y a eu de la violence, pas toujours physique, violence aussi intellectuelle. Ça a un peu accompagné votre vie. On a l'impression qu'un peu écrire a été un peu une thérapie. C'est ces livres que vous allez emmener aussi, dont vous allez parler? Tout à fait, oui. Oui, mon premier livre, Mon combat vers la lumière, oui, ça a été vraiment une thérapie pour moi. Je lisais beaucoup en étant jeune. J'écrivais également, je tenais un journal. Et j'ai toujours laissé mes écrits sur le côté. Je n'étais pas prête encore pour ça. Et ça s'est fait au fil du temps. Et un jour, je les ai ressortis après le décès de mon père. Il fallait que je le fasse, il fallait que ça sorte. Je ne pouvais pas garder cela en moi, c'était impossible. Et j'ai commencé à écrire, à noircir des pages. Et ça s'est fait au fil du temps, petit à petit. Et sans penser qu'un jour, ce livre serait vraiment sorti, quoi. Et ça a été sorti. Il est sorti, 2 autres sont sortis derrière. Vous viendrez avec les trois romans samedi dimanche? Le premier est sorti en 2020, le second en 2021 et le troisième ici en 2022. Puis là, je suis occupée sur d'autres. Je continue sur ma lancée, voilà. C'est très bien, ça fait un bien fou. Ah, c'est certain. Vous, Mona, je dis toujours que vous êtes habitée par les mots. Une passeuse de mots, donc on avait fait une émission là-dessus, effectivement. Alors, dans votre métier, parce que vous l'exercez ce métier avec passion, moi, quand je vous ai rencontré cet été dans le Sud, vous m'avez parlé de la façon dont vous êtes professeur de littérature avec ça au cœur, cette envie de défendre des choses différentes chaque année, de sortir un peu des sentiers battus. Donc, il y a une vraie passion chez vous. Et vous avez aussi une vaste production littéraire, parce que vous avez vos écrits propres. Je crois qu'on est à 5 ou 6 livres, si je ne dis pas de bêtises. Et puis aussi… Une dizaine. Une dizaine, mais alors je n'ai pas tout lu. Et puis, une dizaine et beaucoup de parutions à venir. Donc, je partagerai avec Hélène également le même éditeur. Je suis très superstitieuse quant à la naissance d'un livre. Et donc, je ne dévoile que quand il y a les premières contractions et que bébé sort. Donc, voilà. Mais, je suis comme ça. C'est mon gris-gris, je m'y accroche. Et puis, quand il faut pousser, on pousse et il n'est plus à nous. Donc, effectivement, une actualité très riche à venir. Un automne très littéraire, on va dire. L'année 2023 aussi, avec un travail sur Camus, 10 ans de travail autour de mon auteur préféré, mon guide, mon mentor. Voilà. Mais ça est à venir. Je serai présente avec mes titres qui sont déjà parus, Nomade, Amine, Ulysse. Nous nous sommes tant aimés, dans le silence des mots chuchotés, et le sablier des mots, donc, dont un exemplaire sera offert pour le prix, justement. Voilà. Oui, d'ailleurs, Amine et Ulysse, c'est vrai que ça a été des grosses ventes pour nous aux États-Unis. Je crois qu'il y a un discours qui fait du bien et qu'on a envie d'entendre. Et donc,
Mais j'étais dans un collège à 7 vendredi, dans le cadre des automnales, et les élèves de 4e qui ont lu Nomade m'ont fait la surprise de dire de mémoire des extraits de mon roman. Alors, je fais l'impasse sur les larmes. J'étais vraiment tellement secouée que je suis rentrée chez moi, je me suis couchée, je voulais plus parler à personne. C'était trop dur à gérer, en fait, trop d'émotions. Donc, merci pour cette opportunité que vous nous donnez, Sandrine. Et merci à Magali, qui se démène, qui se fatigue aussi pour nous mettre en valeur. Oui. Donc, hâte de la rencontrer, elle aussi. Oui, Magali qui va représenter Rencontre des auteurs francophones à présent en Belgique. Et donc, on va avoir une actualité commune qui va être, je pense, assez sympathique. Alors, vous avez répondu à ma question, je voulais savoir ce que nous réservait 2023, mais on ne le saura pas. C'est dans les tiroirs, ça sortira bientôt et on a hâte, dès que ça sort, de diffuser l'information. Vous avez aussi participé à de nombreux ouvrages thématiques collaboratifs, il me semble. Ça, c'est quelque chose que vous faites régulièrement. C'est à moi que vous parlez, Sandrine? Oui. Ah oui, des ouvrages collectifs, oui, tout à fait, sur l'Afrique, édité par la collection Sambura, un ouvrage aussi parrainé par Julie Gaillet, dont les droits sont reversés à la Fondation des femmes. 1001 plumes qui va paraître bientôt et dans lequel je retrouve plusieurs collègues poètes. C'est touchant. La liste est longue et d'autres ouvrages collectifs à venir encore. On se demande comment vous avez le temps de faire tout ça. La nuit peut-être. Mariam, oui. Superbement. Mais vous n'avez pas le temps d'écrire et c'est pas très bien. Marianne, il faut se remettre à l'écriture. Il y a un livre dans les tiroirs, je le sais, notamment une publication avec des maisons d'édition, donc pareil que Mona, on n'en dira pas plus. Ah, voilà. Mais, voilà. donc, parlez-nous un petit peu de ce livre qui est réédité aux éditions Bonbon. Ouais. Non, mais j'ai quand même réécrit. C'est-à-dire que là, c'est la première fois que je vais le publier sous les éditions Bonbon, la maison d'édition que j'ai créée moi cette année. Donc, c'est la nouvelle version de 7, mais je l'ai entièrement réédité. Je l'ai vraiment retravaillé. J'ai retravaillé la plume. Voilà. Il y a une préface inédite. Il y a une nouvelle inédite. Voilà. Et en parallèle, je l'ai aussi réécrit en espagnol. Et je vais commencer un travail avec mon éditrice à Porto Rico en octobre, là. Et il sortira en espagnol à Porto Rico. Voilà, je voulais qu'il y ait 2 versions au moins de ce livre. Voilà, c'est très important pour moi. C'est des nouvelles qui ont lieu un petit peu partout dans le monde, donc il faut qu'elles soient dans plusieurs langues. Peut-être l'anglais aussi, après, je verrai. Mais déjà, l'espagnol, c'était fondamental. Très bien. Mais l'espagnol, il faudra nous en envoyer aussi ici. Oui, bien sûr. Ouais. Aussi, il y a une grosse population, bien sûr. Les gens viennent chercher des livres en français, ils sont souvent accompagnés de gens qui sont des langues espagnoles, et du coup, ils repartent aussi avec un ou 2 ouvrages, quelques auteurs qui sont traduits en espagnol aussi, dont Michel Tessier. Donc, voilà. Evelyne, on a suivi les aventures de Mademoiselle Annie dans les 2 derniers romans. Est-ce qu'il y a une suite à ces jolis ouvrages plein de vie et de bonne humeur? Est-ce qu'on va retrouver Mademoiselle Annie? Alors, oui, j'ai commencé le volume 3 et je pensais qu'il serait prêt pour le salon, en tout cas le salon de New York, mais j'ai pris un peu de retard. Donc, je pense que Mademoiselle Annie et Monsieur André seront en Inde. Ils sont déjà en Inde dans cette histoire et d'aventure en aventure. Donc, je pense plutôt début 2023 pour cette série-là. Mais sinon, j'ai plein d'autres projets en cours. Mais pareil, ce ne sera pas avant 2023. On va suivre tout ça, bien sûr, comme pour les autres auteurs. Valérie, vous avez une actualité formidable. Je vous ai gardé en dernier parce que c'est vrai que c'est une très belle actualité. D'abord, des chiffres en auto-édition qui rassurent ceux qui se lancent dans l'auto-édition. On parle de, si je ne dis pas de bêtises, de 20 000 exemplaires vendus pour un de vos livres. Oui, avec la version e-book, je peux préciser. Pardon ? La version e-book et papier. Oh, mais c'est pas grave, c'est un livre aussi, c'est une copie, c'est un exemplaire. Et puis alors, vous êtes en train d'y travailler, alors on ne va pas tout dévoiler, mais je sais que vous travaillez sur le projet d'une adaptation pour la télévision belge, il me semble. Alors, c'est pour la télévision. Alors, le livre, c'est vrai, c'est mon dernier roman qui se passe en Belgique, mais par contre, c'est une société française
qui a acheté les droits d'adaptation pour en faire une mini-série sur les chaînes françaises. Mais voilà, c'est un long processus, c'est un autre monde. Ça échappe un peu à l'écrivain parce que c'est vrai que comme c'est une adaptation, il doit vraiment transformer parce qu'on n'est plus dans tout ce qui est pensée des personnages, etc. En fait, c'est du visuel, audio-visuel. Donc, il y a plein de choses qui doivent être complètement transformées. Mais bon, c'est une scénariste belge pour le moment qui travaille dessus. Mais pour une société française de production, alors c'est un chemin assez long. Et comme dans le cinéma, il y a des twists et des cliffhangers. Et donc, parfois, ça avance, ça s'arrête. Puis, on a peur que ça s'arrête. Donc, voilà, donc on verra si ça aboutit jusqu'au tournage. En tout cas, franchement, on est tous très, très admiratifs ici de cette formidable aventure littéraire. Voilà, donc bravo. Cathy, alors vous êtes si douce de l'extérieur, je dis toujours Cathy est si douce de l'extérieur avec son joli physique d'ancienne Miss. Hein, ça, je sais qu'elle n'aime pas que je le dise, alors donc je le dis. Et vous êtes tellement noire dans vos polars. Mais je crois que les lecteurs, ils aiment cette noirceur. Hein. Hier, je parlais avec la directrice du Petit Journal New York qui m'a dit, elle sort quand son 4e roman, Cathy, parce que j'ai adoré les 3 premiers. C'est vrai? Hein, je sais que ça fait plaisir, donc je le dis. Ah oui, ça fait plaisir. Il est où ce 4e exemplaire, 4e roman, pardon? Le voilà. Il est sorti ou non? Je crois qu'il sort là. Hein, il est en train de sortir, donc c'est un peu long en fait le cheminement. Je ne comprends pas tout là, mais mon éditeur m'a dit que c'était un petit peu long, mais je pense que d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, ça devrait... Je sais que Sorams Auditorium a déjà passé une commande ce matin. Ah. Mais voilà, après, il faut être patient toujours, ce qui n'est pas mon fort d'ailleurs. C'est pas grave, la patience c'est une qualité. Et après celui-ci, on continue sur les aventures de ces mêmes personnages ou il y a l'envie de faire autre chose? Non, c'est complètement autre chose. C'est une histoire qui se passe entre la Seconde Guerre mondiale et puis les années 80. Et on n'est pas dans un 4e volet, d'accord? Non, pas du tout. J'ai voulu mettre de côté un peu Lorraine et Sis. Ils sont en train de faire leur vie d'un côté. Et puis j'en ai créé un autre. Il s'appelle Léopold. C'est un vieux monsieur. C'est le héros du livre. Et ça parle d'une histoire d'amour surtout. Quelqu'un qu'il a connu quand il était jeune et vraiment un amour très rare, pur. Et il y a quelque chose qui va changer sa vie. Il va trouver un test ADN. Voilà. Et bon, on y va plus, et puis on le présentera dans la rencontre des auteurs francophones dès que j'aurai quelques copies. Moi, j'ai une petite phrase pour chacune d'entre vous. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez rejoint Rencontre des auteurs francophones. Et est-ce qu'il y avait cette envie de se rassembler entre auteurs du monde entier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de pousser la porte virtuelle de l'association Mona? Je crois que ça tient beaucoup sur votre personnalité. Ah, non, mais oui, je suis d'accord. Gentil, mais vous vouliez une réponse honnête. Je vous fais une réponse honnête. Je crois j'ai décelé tellement de passion derrière ce que vous faisiez que cette passion alliée à 2 mots-clés, auteur, rencontre et puis francophonie, ça fait 3 mots-clés. Je me suis dit, ma place y est. Et ça s'est fait vraiment sans réflexion, sans analyse, ça s'est fait spontanément et tout y est, quoi. C'est vrai que Tout moi, simplement une relation humaine essentiellement. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui 312 auteurs qui ont rejoint la plateforme. Tous ne sont pas engagés comme vous l'êtes toutes les 7. Donc, à moi de vous remercier aussi de partager, de lire les autres, de faire ce travail qui permet à Rencontre des auteurs francophones de grandir. Cathy, alors, je vais plutôt ouvrir. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter, une autre raison qui me paraît essentielle de ce que n'a pas dit Mona pour ne pas se répéter? Oui, je voudrais bien, je voudrais relever justement, vous m'entendez? Oui, ouais. Oui. Je voulais relever justement ce que vous disiez. C'est non seulement on a plongé, mais après c'est cette rencontre entre nous
tout ce qui fait une richesse incroyable. Et on se découvre des affinités sans se connaître à distance par notre écriture, par aussi l'engagement des uns et des autres. Moi, je suis les posts des unes et des autres, ou des uns et des autres. J'apprends, c'est comme des guides, c'est comme une lumière là, et je dis je continue, et on est ensemble. Et dans ça, je découvre des textes absolument fabuleux, et je pense que vous en avez entendu plusieurs, mais je les lis à voix haute, et c'est un honneur pour moi de vous lire à voix haute et de mettre, comme dit Méziane n'est pas là ce soir, Méziane Mahmoudia, mais il est toujours très présent, et il écrivait dernièrement, c'était un honneur pour moi de dire que je mettais de la matière à l'idée que vous aviez écrite. Et ça c'est vraiment, c'est né comme ça en fait. Sandrine a créé cette plateforme, et puis nous on est en train de créer autre chose avec en même temps, et c'est un immense cadeau en fait, c'est incroyable. Et moi je veux toutes vous lire, je veux toutes recevoir vos livres, donc je fais un appel, et oui, parce que je voudrais vraiment lire vos livres en entier, mais parfois juste un passage. Moi, j'aime bien juste ouvrir comme ça, et c'est le passage qu'il me fallait, et c'est au moment, et ça correspond à quelque chose qui se passe pour moi ou pour quelqu'un, et je le dédie, et c'est magique en fait, c'est très puissant, je trouve. Alors Méziane, c'est notre poète ah oui, extraordinaire. Il n'est pas du tout à l'aise devant la caméra, donc je sais qu'on fait beaucoup d'interactions effectivement avec lui, notamment avec des posts sur le blog, mais il n'aime pas la caméra, Méziane. Non. Mais il écrit, oui, c'est extraordinaire cette plume qu'il a. Sandrine, si on peut continuer à rebondir sur ta question, qui est une super question. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de se poser la question, de faire arrêt sur image, de se dire tiens, pourquoi est-ce que j'ai rejoint? Et je me dis en fait, si je dois, c'est un peu comme Mona et Mariam disent, c'est vraiment l'aspect communauté pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rejoindre la plateforme à ses débuts, et ça correspondait aussi plus ou moins à mes débuts moi dans mon métier d'écrivain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se lance dans l'écriture, on est vraiment tout seul, puisque c'est par essence un métier, voilà, qui me convient très bien. Je suis quelqu'un d'introverti, mais voilà, on est des êtres humains, on est des créatures sociales, et donc c'est bien aussi de se sentir appartenir à une communauté, se sentir moins isolé. Donc ça a été vraiment très important pour moi. Je suis d'accord avec Mona aussi, avec toutes les autres, la personnalité de Sandrine, clairement, ça fait beaucoup, parce que c'est depuis le début une plateforme excessivement dynamique, qui n'a fait que croître, qui nous propose des événements, des émissions extraordinaires. Donc, c'était vraiment cet aspect d'appartenance à la communauté, d'apprendre, de rencontrer d'autres gens, et de ne pas être tout seul. Surtout que moi, en étant basée à New York, un réseau francophone, ça avait vraiment encore cet aspect encore plus important, puisque je suis ici dans un milieu totalement anglophone. Donc moi, c'est pour ça. Et alors, comme vous dites, ça peut donner lieu à... Voilà, on se connaît de plus en plus, il y a des affinités qui se créent. Et moi, je suis devenue très, très copine avec Evelyne, qui est ici avec nous. Et en fait, on est quasi voisines, sans le savoir. C'est grâce à la rencontre des auteurs francophones qu'on s'est rencontrés. Et donc ça, c'est quand même extraordinaire aussi comme histoire, parce qu'on est devenues très copines. Grâce à Sandrine et à son réseau. Absolument. Et je voudrais... Pardon, Evelyne, je vous donne la parole. J'adore le café littéraire où on se retrouve, d'ailleurs, le prochain est jeudi. Ce café littéraire, une fois, on s'est retrouvés avec, il y avait 4 Belges, et chacune dans une partie du monde. J'ai trouvé ça magique, des gens qui connaissaient les mêmes rues, les mêmes magasins, les mêmes gens, et qui habitaient à des milliers de kilomètres des uns et des autres. Pardon, Evelyne. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Hélène, parce que dans mon cas, je vis à New York depuis 2017, et en fait, c'est Jean Saint-Fort, qui est donc un auteur membre de la plateforme qui vit en France, qui m'a encouragée à rejoindre la plateforme, ce que je trouve quand même incroyable, et qui m'avait dit, oh, va voir le site, Sandrine est formidable, etc. Et puis, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Et j'ai effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé. Et voilà, donc comme disait Hélène, pardon, moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté la France, donc il y a aussi de retrouver une communauté francophone, d'autant plus que mon mari est américain, donc c'est vrai qu'à la maison, on parle quand même plutôt anglais. Et surtout, cette formidable communauté internationale qu'on retrouve sur les médias, sur les plateformes, comment est-ce qu'on dit les réseaux sociaux. Merci, les réseaux sociaux. Et de se dire, voilà, comme ce soir, ou comme cet après-midi pour nous à New York, c'est cette connexion au-delà des frontières,
au-delà des fuseaux horaires, moi, je trouve ça formidable. Et toujours avec cette passion partagée de la langue, du mot, de la langue française. Et voilà. Et effectivement, je suis devenue très proche aussi avec Hélène. Et c'est formidable, quoi, ce que vous avez fait, Sandrine. Alors, moi, ce que j'aime, c'est quand je reçois des photos et je vous vois dans des salons, vous retrouvez, vous faire connaissance. Ah, ça, j'adore. Je me lève le matin, j'ai ma petite photo, j'adore. Alors, moi, j'aimerais qu'on termine sur la conférence, donc, qui aura pour thème les auteurs qui écrivent en français autour du monde. Donc, c'est vous. Hein. Donc, samedi, dans la grande salle, dans l'amphithéâtre, il me semble, au salon du Palais des Congrès. Donc, un thème qui vous réunit. Vous, Mona, vous êtes venue en Afrique, vous avez enseigné au Liban. Comment on vit la promotion du français, de sa langue, dans un pays dont ce n'est pas toujours la première langue? Le Liban n'est pas très représentatif parce que la première langue du Liban, en fait, c'est le français. C'est inscrit même dans les textes de loi de la Constitution. Le Liban est un ancien protectorat français, ce qui fait que le système scolaire est très particulier. Les enfants rentrent à l'école à 3 ans et on part du principe qu'ils parlent chez eux libanais. Donc, ils n'apprennent pas l'arabe, ils apprennent le français. Ce n'est qu'à partir de l'école primaire qu'ils commencent à apprendre l'arabe littéraire et l'anglais aussi. Donc, en fait, ils apprennent 3 langues de manière intense. Quand j'entends les gamins en France râler parce qu'ils sont chargés de travail, je me dis, ouh là là, allez voir à Beyrouth ce qui se passe. En fait, et puis, il y a cet attachement, je dirais, vital, viscéral même, entre les Libanais et la langue française, que ce n'est pas pertinent de dire que oui, le français, je rappelle que le Liban a produit de très belles plumes, hein, dont Amin Malouf, et qui est d'ailleurs à l'Académie française. Donc, ce ne serait pas très représentatif de me lancer là-dessus, on se moquerait de moi. Par contre, aujourd'hui, la francophonie au Liban est en danger. Elle est menacée, on le sait, l'anglais a gagné du terrain. Tout se fait maintenant en anglais, les panneaux, les affiches, et c'est là maintenant qu'il y a du travail à faire parce que, étant donné la situation économique du pays, les écoles sont fermées, malheureusement, et les écoles privées où les Libanais faisaient leurs études sont devenues excessivement chères puisque les Libanais ne peuvent même pas accéder à leur propre compte bancaire. Donc, la situation est critique. Je pense que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de travail à faire au niveau de la francophonie. Mais le Salon du Livre de Beyrouth se tient cette année comme un défi, hein, comme une volonté de rappeler qu'ils sont francophones. Et je crois avoir, je n'en suis pas sûre, mais le prix Goncourt sera annoncé depuis Beyrouth cette année, hein, par solidarité avec Beyrouth. Donc, voilà, cette langue française qui traverse les océans, la Méditerranée, elle est bien la preuve que les frontières sont dérisoires et inutiles dès qu'il s'agit d'une langue. On peut être de n'importe quelle origine, mais nous sommes des êtres humains et je pense que nous parlons tous un langage commun, quel qu'il soit, quelle que soit la langue, mais nous sommes toutes là, de partout. Hein. Bon, je ne veux pas dire que Paris, c'est... Hein, non, il fait froid, hein, il fait chaud dans le sud, mais je veux dire, même des auteurs algériens comme Oudjedra, comme Kateb Yassine, avaient très bien perçu l'importance d'utiliser la langue française pour retourner contre le colonisateur sa propre arme. Donc voilà, la langue est une langue d'union, de pacification. Elle peut aussi être une arme de combat et pacifique. Alors, j'aimerais juste rappeler qu'effectivement, le Salon de Beyrouth, je crois, était le 2e plus grand salon du livre francophone dans le monde. C'est énorme. Hein. Et puis, j'aimerais aussi qu'on salue une de nos partenaires, quelqu'un qui nous soutient beaucoup, c'est Belinda Ibrahim. Oui. Vous connaissez Mona, qui s'occupe de la culture dans le magazine Ici Beyrouth. Et voilà, on la salue parce qu'elle fait un travail formidable et c'est pas évident. Et que la dernière communication que j'avais avec elle, et ben, on a eu du mal. On soutient en lui envoyant des articles, parce que le journal existe, c'est un journal francophone essentiellement, et qu'il existe uniquement en version virtuelle.
Donc, voilà, Belinda, si vous voulez la contacter, c'est quelqu'un de très ouvert. Valérie, une auteure belge francophone. Alors moi, j'ai une petite question. Est-ce que quand on est auteur belge francophone, on a une chance d'exister un jour en flamand dans l'autre partie de la Belgique, ou est-ce que les ponts n'existent pas? Alors, en fait, les Flamands, la plupart parlent quand même français. Euh, donc, j'ai même, justement, il n'y a pas longtemps, il y a un Flamand, monsieur Flamand, qui s'appelle Karl, qui m'a écrit et qui a lu mon livre en français. Donc, voilà, mais c'est vrai que souvent, bon, Hélène va le confirmer, mais par exemple, à Bruxelles, la langue qui permet de se comprendre, c'est l'anglais. Donc, voilà, mais c'est vrai que alors, c'est vrai qu'en Belgique, il y a moins de francophones que de néerlandophones. Donc, les Wallons, finalement, ne sont que, c'est mon fils me l'a en plus rappelé hier, ne sont que 3 600 000 habitants sur un pays de 11 millions d'habitants. Donc, mais c'est vrai que voilà, c'est pas, il y a quand même une frontière linguistique et voilà. Il y a peu de chances finalement dans les deux sens, hein, qu'une maison d'édition flamande ou une maison d'édition belge francophone s'intéresse à des auteurs de l'autre partie ou alors il y aura une traduction. Oui, bien sûr. Voilà. Quand je dis ça, est-ce qu'il y a des traductions naturelles ou est-ce qu'on sent qu'il y a un peu une guerre des langues qui fait qu'il est difficile de se faire traduire dans la langue qui n'est pas la sienne en Belgique? Mais c'est vrai que j'ai pas trop voilà, j'ai pas le sentiment en tout cas que c'est facile mais et même culturellement bon j'ai beaucoup d'amis flamands, même au niveau de la musique par exemple, c'est pas toujours les mêmes. On va écouter une radio en francophonie, ils passent pas du tout le même type de chanson que dans une radio néerlandophone. Il y a un côté qui est enfin c'est différent. Anvers, c'est pas Mons, donc c'est culturellement différent. C'est voilà, intéressant. Deux pays sur un même territoire ou des territoires dans lesquels je ne sais pas. Hélène et Evelyne, une question qui vous concerne toutes les deux. Comment on vit son rapport à son environnement quand on est une auteure de langue française dans un pays anglophone? Comment on trouve sa place? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas un peu étouffer parfois dans votre écriture française entourée d'anglophones, ou est-ce que vous trouvez des passerelles qui font que vous existez quand même? Vous voulez dire exister en tant qu'auteur francophone et trouver un public, une audience sur le territoire américain, c'est ça que vous voulez dire? Une audience ou peut-être une reconnaissance. Comment vous vivez justement d'être une auteure francophone dans un pays anglophone? Bon, disons que moi, la majorité des gens qui me suivent, la majorité de mes lecteurs, ils sont en Europe. Ils sont en France, en Belgique, en Suisse, c'est sûr, un petit peu au Canada francophone. Et il y a quand même un réseau de francophones ici à New York, hein, qui est quand même assez conséquent. Il y a beaucoup d'expats. Il y a des gens qui suivent mon actualité. J'ai des lecteurs ici aussi, mais c'est vraiment pas la majorité. En revanche, pour moi, le statut d'écrivain francophone basé à New York, parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent, par exemple, mais Hélène, quand comptez-vous écrire en anglais? Est-ce que ça vous vient parce que nous, on aurait envie, des anglophones qui me posent la question, on a envie de découvrir vos livres. Et en fait, je tiens très, très fortement à rester une auteure francophone parce que le français, c'est quelque chose d'excessivement important pour moi. Je veux vraiment garder... c'est pas que c'est une étiquette, c'est que c'est mon identité. Et depuis que je suis expatriée aux États-Unis, l'importance du français c'est encore une autre dimension, c'est encore plus important pour moi. Donc mes enfants, comme Evelyne, j'ai un mari anglophone et donc à la maison je suis la seule à parler français aux enfants et j'y tiens énormément, j'insiste, et parce que voilà, ils sont dans un environnement complètement anglophone. Donc le français, c'est vraiment un peu mon cheval de bataille, on va dire, depuis que je suis ici. C'est très important pour moi, c'est une partie intégrante de mon identité, c'est ma culture, et donc voilà. Donc ça, j'y tiens. Je ne sais pas si un jour mes ouvrages sont traduits en anglais, mais disons que ce n'est pas moi qui vais les traduire en anglais. Déjà, je ne suis pas anglophone de naissance, donc il y aurait tellement de subtilité, je serais incapable. C'est un métier, un traducteur. Donc voilà, donc ce ne sera pas moi qui le ferai. Mais
disons que je continue totalement sur mon idée écrire en français à New York, même si, ça oui, je ne vais pas vous mentir, mes lecteurs, ils sont majoritairement de l'autre côté de l'Atlantique, oui. Alors, même question pour Evelyne, même Oui. si, petit bémol, Evelyne, votre premier livre, vous l'avez écrit en anglais. Oui, donc j'ai écrit 2 livres en anglais et 2 en français, et j'ai les mêmes questions qu'Hélène. Les francophones me demandent quand mes livres en anglais seront traduits en français et vice-versa. Je vais répondre en gros comme Hélène, en ajoutant qu'il y a quand même aux États-Unis, il y a un lectorat, enfin des anglophones qui ont étudié le français Ouais. et qui souhaitent, alors il n'y en a pas énormément, mais il y a Oui, il y quand en a. même une niche assez importante avec qui j'ai le plaisir de pouvoir partager mes romans. Mais sinon, c'est vrai que c'est essentiellement, les lecteurs et les lectrices sont essentiellement en Europe ou bien dans les communautés francophones à l'étranger. Puisque comme j'ai vécu en Asie, au Moyen-Orient, j'ai des connexions un peu partout et aussi avec les associations, les différentes associations d'expatriés, etc. Donc, mais c'est vrai que, par exemple, Sandrine, quand nous avions fait l'interview, je crois que c'était l'année dernière, vous m'aviez demandé à propos de mon premier roman, qui est en anglais, si un jour il serait disponible en français. Eh bien, j'y travaille. Voilà, j'ai enfin franchi le Bien. pas. Et comme moi, je suis traductrice interprète de formation, c'est quelque chose qui me semblait un peu difficile avec mon propre ouvrage, mais finalement, je me suis lancée et ça avance plutôt bien. Voilà. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Bravo. Mariam, vous avez Oui. parlé 5 langues, si je ne dis pas de bêtises, mais pour Ouais. vous, quand il a fallu se mettre à l'écriture, la seule langue qui était naturelle pour vous, c'était le français. Non, réellement, c'était l'espagnol au départ. Et ouais, On va c'était revoir l'interview de l'année l'espagnol. dernière. Non, mais c'était mon tout premier livre totalement auto-publié, etc., toute seule. J'ai écrit les 3 portraits en espagnol et je les ai réécrits. Et je précise bien face à la traductrice que je viens d'entendre, je ne suis pas traductrice, donc j'ai réécrit en français. Et après ça, j'ai écrit le recueil de nouvelles en français. Voilà, là, je suis partie directement sur le Vous français. m'aviez dit, si je ne me trompe pas, que la langue dans laquelle vous vous exprimiez, qui était la plus lyrique, en tout cas pour vous, celle où vous Ah aimiez oui. vous exprimer, c'était le français. Oui, c'était le français, oui. Mais l'espagnol c'est très très riche. En fait, quand vous posiez la question pour les personnes, mes 2 coéquipières qui vivent aux États-Unis mais qui sont belges, etc., comment elles se sentent sur le territoire, vous savez, d'écrire en français alors que c'est encerclé d'anglophones. Ben moi, en fait, je trouve que c'est vraiment, c'est encore mieux en fait. C'est-à-dire dans une autre langue, là par exemple ici à Paris, cet été d'écrire en espagnol, c'est une libération intérieure en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans un territoire encerclé. Je ne sais pas si c'est mes racines marocaines qui ressurgissent d'anciennes de famille qui a été colonisée. Il y a toujours ce truc de combat quoi en fait. Et donc avec la langue, ce que dit Mona toujours, avec les mots, on est dans un combat et on est dans une libération intérieure. Et moi, je franchis, et ça, je vous l'avais bien dit dans l'interview, j'avais bien expliqué ça, l'idée des ponts, en fait. C'est les langues sont des ponts à l'intérieur de moi, et je navigue d'un pont à l'autre comme ça. Voilà, c'est joliment dit. C'est joliment dit, exactement. C'est très joliment dit. Et je fais des associations. En fait, c'est comme on appelle ça avoir le cerveau en arborescence pour les médecins qui sont là, c'est-à-dire vous faites des liens constamment, et moi, c'est vraiment à travers les langues que je le fais. Donc, oui, non, il n'y a pas que le français où je m'épanouis, autant l'espagnol cet été. Et du coup, avec l'espagnol, je suis repartie sur l'anglais, des textes courts, hein, mais puissants aussi. C'est très puissant de pouvoir s'exprimer encore dans une autre langue. Et là, vous dites des choses, c'est encore plus libre, quoi. Vous les dites vous les dites encore plus facilement finalement. Mais l'espagnol gagne beaucoup de terrain aussi, hein, parce que bon, moi, comme je suis dans la Caraïbe, oui, okay, bien sûr. Il y a vraiment l'espagnol en train de prendre de l'ampleur, même. Bien sûr. Et aux États-Unis aussi, Sandrine est entre New York et Miami. Moi, je sais que les gens m'abordent pratiquement plus facilement en espagnol parce qu'ils pensent que je suis latino. Et donc, on parle espagnol plus bah oui. Donc, bien sûr. Et ça rejoint ce que disait Mona aussi sur
cette francophonie, etc. En fait, ce sont des pays, tout ça sont des pays hybrides, ce sont des pays qui ont vécu la colonisation et les Antilles, c'est très fort pour ça. Donc, les Caraïbes, parce que donc il y a plein de langues tout le temps présentes et à l'intérieur des gens en fait. Et elles vivent. Voilà. Mais Cathy, il suffit de... vous avez commencé l'écriture par l'écriture de vos spectacles avant de. Oui, tout à fait. Alors, oui, en fait. Comment on passe de l'écriture d'un spectacle, parce que je rappelle que vous êtes patineuse professionnelle, et puis tout d'un coup on se dit tiens, et si j'allais au-delà? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incompréhensible, je ne sais pas. Je pense que je l'avais en moi, mais je n'osais pas, peut-être. Je ne m'autorisais pas à le faire. Je pense que c'était ça. Parce que souvent on me disait ah, qu'est-ce que c'est beau ce poème de Baudelaire ou d'un tel ou de... Et moi, presque, je n'osais même pas dire que c'était moi qui l'avais écrit. Et du coup, je ne sais pas, je pense que d'écrire un roman, ça m'a aidé à libérer beaucoup de choses. Surtout vos romans noirs. C'est très libérateur, ça c'est sûr. Alors, femme, on se cache sous le lit pour dormir. On vérifie s'il n'y a pas un crocodile en dessous quand on avait 6 ans. Non, je ne suis pas un assassin, mais... mais comment expliquer? En fait, je suis toute la journée avec d'autres personnes à expliquer, à réexpliquer, à chercher des méthodes de comprendre les autres, les différents âges, les différents milieux. Et du coup, le fait d'écrire déjà les spectacles comme ça permet à tout le monde d'oublier à un moment donné. On écrit, on chorégraphie, on patine dessus, on chante, on danse, enfin peu importe. On peint aussi. Et puis, l'écriture, voilà, ça permet de dématérialiser un peu, déconnecter de la vie quotidienne. Je trouve que quand on rentre dans une histoire, c'est formidable. Moi, j'en ai besoin pour me recentrer, pour donner la force aux autres après. Marie-Claire, vous avez toujours été très attachée à la langue française depuis très longtemps et cette envie, elle était là un peu sous-jacente. Qu'est-ce qui vous a fait basculer? Alors, on a compris qu'à la mort de votre père, ça vous a libéré de plein de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on se lance nécessairement dans un roman. Finalement, on peut juste avoir envie d'écrire pour se soulager d'une peine, des affres de la vie, mais vous, non, ça s'est transformé en roman. Oui. Mais bon, comme je le disais précédemment, au départ, je voulais écrire un livre pour la famille plutôt. Je voulais que ça reste en famille. Et c'est sur les dires d'un ami, un directeur des collèges, c'est sa femme qui a lu un passage de mon livre et ça lui a beaucoup plu. Il a dit, c'est de quel auteur? Et ça s'est fait comme ça, parce que c'était pas normalement... Je devais pas continuer à écrire, quoi, je dirais, et ça s'est fait, ça a pris un autre chemin. Ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Et puis, il y en a 3. Voilà. Et j'ai rencontré les auteurs francophones, et puis, bon, je dirais que j'ai eu envie d'y aller aussi, et on peut pas expliquer ces choses-là, c'est inné, ça se fait comme ça, et et puis je suis très satisfaite de vous connaître tous. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Là, comme Mona, par exemple, je ne la connaissais pas et j'ai lu plusieurs de ses romans et j'ai adoré. Merci. J'ai adoré. Il y a une autre fille également qui s'appelle Lydia, qui est dans le groupe, Lydia Mirjanian. Oui, Lydia. Elle est géniale, cette fille. Et c'est devenu mon amie. Et ça s'est fait comme ça. Alors, Lydia, elle sera à New York au festival. J'aurais bien aimé venir à New York aussi, mais bon, malheureusement... Une prochaine fois, et puis on aura d'autres rendez-vous en Europe aussi. En tout cas, pour l'instant, le prochain rendez-vous, c'est ce vendredi, samedi, dimanche. Donc, vendredi, je vous rappelle qu'il y a la soirée d'inauguration. Donc, elle se passe à partir de 6h, donc vendredi, et on accueille 2 personnalités de premier plan, l'auteur français Philippe Villain et puis le réalisateur belge Lucas Belvaux, et on parlera justement de comment un roman devient
un long métrage, film. ça vous parlera. Et puis les lendemains, donc samedi et dimanche, c'est le salon de 10h à 18h. Et donc vous retrouverez nos auteurs qui sont ici présents. Vous les retrouverez donc sur le stand numéro 5, le stand de rencontre des auteurs francophones. Donc c'est tout dit. Un petit message pour conclure. Merci Sandrine. Voilà. Oui, voilà. Merci Sandrine. Merci Sandrine. On vous aime, on vous aime. Merci Sandrine, on vous aime tous. On se retrouve en tout cas, nous, je serai en direct de New York, vous serez là-bas à Mons, et on se retrouve donc pour cette émission, enfin cette conférence qui sera également diffusée. Et donc c'est samedi à 12h30, donc au Palais des Congrès de Mons. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci Sandrine, bonsoir les filles. À Merci, bientôt. bonsoir les filles. À bientôt. Bonsoir Sandrine. Ciao. Au revoir. Au revoir.